Merci à l'Esplanade, Galerie Palladion, Librairie Fleury, Bois et Charbon qui nous ont aidés pour la salle. Bon, vous savez tous pourquoi on est ici à cette heure-ci et pas à un autre endroit à une autre heure. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Bon, c'est pas que le sujet n'est pas intéressant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de discuter de ça. Toutes ces histoires d'antifa, de calomnie, de censure et compagnie. Mais d'abord, bon, l'association de l'Esplanade qui a mis tout ça en branle, on n'est pas trop dans ce genre de polémique. On est plutôt dans la pratique, dans les forces de proposition, dans des choses concrètes. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui gravitent autour. Il y a Parti Pirate, qu'est-ce qu'on a, création monétaire, logiciel libre, dans des fournisseurs d'accès associatifs. Ouais, Fab Lab, c'est-à-dire des gens qui reprennent le contrôle donc qui s'émancipent, on va dire, d'un point de vue industriel, d'autres qui s'émancipent d'un point de vue télécom, d'autres qui s'émancipent d'un point de vue monétaire. Voilà, moi je vais essayer de parler un petit peu du Bitcoin, donc monnaie libre. La situation actuelle demande un peu plus des propositions que des chamailleries, donc on va éviter de trop s'attarder sur les sujets qui fâchent. Donc on va aussi essayer, la plupart des gens qui sont là vraisemblablement sont déjà pas mal au courant, donc on va éviter le côté un petit peu... on va éviter de répéter les conférences qu'Étienne peut faire et qu'on peut voir sur internet. On va essayer de faire un truc un peu plus poussé. Donc on peut faire une grande conférence avec plein de petites questions à la fin. On va essayer de faire de laisser la parole à Étienne. Ouais, on va quand même te laisser parler. Voir quelles sont les dernières nouvelles, ou même refaire un petit peu le tour quand même des questions. Et après essayer d'interagir. Peut-être je laisserai ma place pour faire venir quelqu'un qui parle, qui est pointu sur tel ou tel sujet, et essayer de voir comment on peut articuler tout ça, quoi, toutes ces propositions qui existent, toutes ces expérimentations. Il ne faut pas oublier de parler de la loi, machin. Alors, on a plein de petits trucs à parler, plein de petites choses à aborder, et on aimerait que ce soit un petit peu plus productif que une conférence un peu classique, on va dire, quoi. Donc merci Étienne d'être venu. Merci. Et voilà, je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez au fond? Merci à vous d'être là, c'est étonnant à chaque fois. Il y a une ferveur en fait autour de l'idée démocratique qu'on est en train de se réapproprier, qui est vraiment sympa, quoi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui peut marcher. Comme vous savez, je bosse à la fois sur la démocratie, c'est-à-dire le contrôle de nos acteurs politiques, et sur la création monétaire, c'est-à-dire les conditions de la prospérité. Et c'est complètement lié, c'est-à-dire que nous ne récupérerons la prospérité et la création d'une monnaie publique que si nous écrivons nous-mêmes la Constitution. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais, puisque j'essaye de comprendre d'où vient notre impuissance qui est commune entre tous les résistants. Chacun des militants qui s'est spécialisé sur un sujet se heurte à une espèce de mur d'impuissance politique. Et cette impuissance politique, je trouve qu'elle est la même pour nous tous, quelles que soient nos spécialités. Nous avons la même source d'impuissance que nous partageons et que pour l'instant, nous ignorons. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne prend pas les problèmes par le bon bout, on prend les problèmes par les conséquences que nous analysons. Nous devenons très savants, très pointus sur nos problèmes, qui sont des conséquences. On devient même très savant, très pointu sur les solutions techniques de ces problèmes. Donc on saurait très bien régler les problèmes. Nous avons des whistleblowers, des donneurs d'alerte. Les whistleblowers, c'est des souffleurs dans les sifflets, c'est comme ça qu'appellent les Américains. Donc les whistleblowers, c'est les donneurs d'alerte, des citoyens qui connaissent bien un sujet et qui interpellent les autres pour leur signaler qu'il y a un problème. Donc nous avons nos whistleblowers, nous avons nos donneurs d'alerte. Nous avons nos spécialistes sur le nucléaire, spécialistes sur la démocratie dans l'entreprise, spécialistes sur la monnaie, la création monétaire, des spécialistes sur le revenu de base, revenu dividende universel, salaire à vie, sur la façon de distribuer à chacun d'entre nous de façon inconditionnelle et à vie le minimum de signes monétaires qui nous émanciperait des maîtres chanteurs, de l'emploi et de la dette, comme dit Friot. Nous avons des tas de solutions techniques
Mais en fait, en nous concentrant sur ses conséquences et sur ses problèmes, nous oublions ce conseil d'Hippocrate, hein, que je rappelle à chaque fois, parce que je trouve que c'est une clé qui, si on arrivait à ne pas l'oublier, si on arrivait à en faire une priorité, ça nous ramènerait tous, malgré notre tendance à nous disperser, ça nous ramènerait à nous concentrer sur, il disait, chercher la cause des causes, ce médecin. Et en fait, si on cherche la cause des causes, et si vous avez d'autres idées de cause des causes, ça m'intéresse. Mais pour l'instant, il me semble que chacun des militants, quand il essaye de réfléchir d'où vient mon impuissance, d'où vient le fait que malgré tout le mal que je me donne, malgré mon expertise, je n'arrive pas à changer quoi que ce soit, d'où ça vient? Il me semble que ça vient de la façon de produire le droit. Nos représentants politiques ne servent pas l'intérêt général, ils servent l'intérêt de ceux qui les font élire. Et ce régime politique, cette façon de désigner les élus, cette façon de ne pas contrôler les élus, cette façon de nous laisser uniquement choisir des maîtres parmi des candidats qui sont choisis par les plus riches, ce régime-là, il est programmé dans un texte dont tout le monde se fout, et dont il ne tient qu'à nous de ne plus nous en foutre, qui est la Constitution. Mais ce n'est pas la Constitution la solution. Il faut remonter plus en amont, plus remonter vers la cause des causes. Qu'est-ce qui fait que la Constitution est mauvaise? Je pense que c'est ceux qui écrivent la Constitution, qui pour l'instant, parce qu'on ne s'en est pas encore occupé, ceux qui écrivent la Constitution sont en situation de conflit d'intérêts, ils écrivent des règles pour eux-mêmes, ils écrivent les règles qu'ils devraient craindre, alors évidemment, ils écrivent des règles dont ils n'ont rien à craindre, et c'est pas leur faute, c'est normal qu'eux fassent ça dans cette situation. Nous, probablement, nous ferions la même chose. Il me semble que je ne ferais pas la même chose, mais en fait, je sais bien que c'est une illusion. Et probablement, je ferais la même chose, parce que c'est trop dur de se faire harakiri et d'écrire les mandats courts non renouvelables, d'écrire le référendum initiative populaire, d'écrire toute mon impuissance politique à moi, acteur politique. Je leur en veux même pas à eux. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la faute de gens qui sont corrompus ou qui n'ont pas assez de vertu. Le problème de ces constitutions qui sont écrites par des gens qui sont des hommes au pouvoir, c'est que nous, les autres, nous les laissons écrire. Je pense que et ça donne de l'espoir, parce que s'il fallait attendre que les hommes au pouvoir changent et finissent par avoir tellement de vertus qu'ils deviendraient capables d'écrire cette vraie bonne constitution, mais ça voudrait qu'ils se feraient harakiri. S'il fallait attendre ça, on l'aurait jamais. Alors que si la solution, elle est en nous, parce que pour l'instant, nous nous en foutons, mais il ne tient qu'à nous de ne plus nous en foutre et de vouloir écrire notre constitution, là, ça donne de l'espoir, parce que finalement, c'est une clé. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, à condition d'être très nombreux à le vouloir. Donc, j'essaye de résumer, là, en 10 minutes, enfin 5 minutes, 10 minutes, le cœur de ma thèse. Je pense que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Je pense que nous n'avons pas de constitution. Aujourd'hui, le texte qui prétend être une constitution, c'en est pas une. C'est une prison politique au lieu d'être une protection, parce que ceux qui l'ont écrit avaient un intérêt à ce que ce soit une prison pour nous et leur puissance à eux. Mais si on analyse bien la cause, ce n'était pas à eux d'écrire la Constitution. Il ne faut pas dire que enfin, à mon avis, il ne faut pas formuler le problème en disant ils ont mal écrit la Constitution parce qu'ils n'étaient pas assez vertueux. Ce n'est pas ça le problème. C'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et ce que nous devrions vouloir, c'est on ne veut plus de professionnels de la politique, même des hommes de parti, hein, et donc il faut être capable de penser ça, même si nous sommes dans un parti. Donc c'est peut-être pas facile au premier abord, à la fois d'être dans un parti et de dire, parce que je suis dans un parti, et que donc je me destine à faire de la politique et à changer le monde, je suis donc dangereux potentiellement, je ne suis pas mauvais, mais je suis potentiellement dangereux, la Constitution sert à me canaliser si jamais je deviens dangereux, et comme j'ai compris ça, et que je suis honnête, je suis dans un parti et je m'interdis d'écrire la Constitution. Je pense que quand les humains auront été capables de se réapproprier le processus constituant, on va absolument tout changer. C'est-à-dire qu'on aura pris les problèmes par le bon bout. Alors, si j'ai bien compris, dans vos préoccupations particulières, il y a le revenu de base. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je travaille, sur lequel je ne suis pas spécialiste. Hein. Je progresse, je cherche. Simplement, je ne m'intéresse pas à une seule technique, je m'intéresse à plusieurs. Je trouve qu'elles se ressemblent, qu'elles ont plein de points communs. Hein. Le travail de Friot sur le salaire à vie, le salaire inconditionnel à vie, à mon avis, vu de Sirius, vu de loin, vu du point de vue du corps social qui cherche à émanciper les acteurs,
que nous sommes des maîtres chanteurs de la dette et de l'emploi, comme les appelle Friot, j'aime beaucoup cette expression, c'est exactement ça, on obtient cette émancipation autant, à mon avis, avec le salaire à vie qu'avec le revenu de base, qu'avec le dividende universel du crédit social. Donc il y a les différentes techniques d'approvisionnement des humains en signes monétaires de façon inconditionnelle est un sujet de conversation et de réflexion sociale tout à fait passionnant. Donc là, je peux peut-être vous laisser la main parce que s'il y en a parmi vous qui connaissent bien le système et qui peuvent le décrire, moi j'aimerais bien ramener dans ma besace, si vous pouvez m'en donner, des informations sur ce que vous reprochez au système de Friot que je connais particulièrement bien. Je connais Bernard, je parle avec lui, je comprends, je peux vous expliquer pourquoi lui, alors il le ferait mieux lui, hein, d'ailleurs ce serait bien qu'on fasse des interventions ensemble, mais je peux vous expliquer en gros pourquoi Friot trouve que le salaire universel est mieux que le revenu de base. Hein, lui, il tient à garder connecté le travail avec le revenu. Il a des raisons qui se défendent. Mais par contre, j'aimerais bien que vous me disiez ce qui vous chagrine, ce qui vous semble faible dans la thèse de Friot. Parce que si ça se trouve, c'est peut-être lui qui a raison. Et finalement, il suffirait de se rallier sur cette thèse-là. Parce qu'avec le salaire universel à vie et la qualification à vie, je peux vous résumer sa thèse si vous voulez. Finalement, tous les avantages du revenu de base, on les a. Hein. Et comme lui, il finance ça par cotisation, c'est-à-dire non pas par les impôts, mais par prélèvement sur les revenus de notre travail à la manière de la retraite, c'est financé, hein, son système est financé. Donc c'est... Alors je ne sais pas par quel bout vous voulez le prendre, mais ça pourrait être tout à fait interactif, comme c'est au débeauté, on fait ce qu'on veut, hein, on n'est pas du tout obligé de faire ça sous l'angle conférence et puis question, ça peut être tout de suite question, ce sera bordélique, mais c'est bien, hein, c'est très créatif, c'est plus créatif quand c'est un désordre. Le but, mais de toute façon, si on ne voulait pas, ça serait, parce qu'on le subit un peu comme ça. Et pour le coup, on va laisser la parole à Carole, qui il y a plusieurs casquettes. Il y en a d'autres revenus de base dans la salle. Oui, il y a un peu de tout. On a aussi peut-être des monnaies complémentaires. Est-ce qu'il y avait déjà du sol violette aussi, peut-être, je ne sais plus. Pendant que Carole, la casquette revenu de base est partie pirate, donc on te laisse la parole. Oui, pour le revenu de base, bon, justement, il ne dissocie pas le travail de l'emploi. Voilà. Et c'est là où c'est un peu différent d'un revenu de base, où vraiment du travail il y en a, donc on le dissocie complètement de l'emploi rémunéré qui manque en fait. Et aussi, dans quand même l'idéologie du revenu de base chez beaucoup de personnes, c'est un nouveau droit citoyen. C'est le bienvenu au monde dès qu'on est, quoi, et on a une redistribution de la richesse nationale et de l'héritage aussi du passé. Donc le revenu de base, c'est dès que tu nais, le salaire à vie, c'est à partir de la majorité? Oui, voilà. Alors bon, on peut faire un ping-pong si vous voulez. Moi, il faut que je fasse attention à être court, mais dans ce que vous avez dit pour l'instant, il n'y a pas de contradiction avec ce que dit Friot. Friot donnerait le salaire inconditionnel à partir de la majorité, simplement il l'associe à une qualification, c'est-à-dire qu'il dit les gens ne se valent pas, il faut réduire l'écart de 1 à 4, comme c'est l'écart actuel d'ailleurs. L'écart actuel, il prend de 1 à 4, c'est pas au hasard, c'est parce que l'écart actuel des salaires, c'est de 1 à 4. Il y a juste la bande de dingues qui sont les 1 pour 1000 qui montent à 200 ou 300 ou 2000, mais la plupart d'entre nous, les 99,99% d'entre nous, avons des salaires étalés entre 1 et 4. Et ça va très bien, ceux qui gagnent 4 fois plus que ceux qui sont en bas de l'échelle, donc c'est les médecins, les chirurgiens, des gens qui ont fait 10, 15 ans d'études et se contentent tout à fait de gagner 4 fois plus, ils n'ont pas besoin de gagner plus que ça. Et donc ce qu'il dit, c'est que par la qualification, par l'effort, on pourrait progressivement tout au long de sa vie changer de qualification. Et si vous voulez, c'est le salaire est quand même dissocié du travail en ce sens que si, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de travail, on continue à être payé. On est payé non pas sur la qualification ne dépend pas du poste, mais de la personne. Nous sommes payés, comme les fonctionnaires, nous sommes payés parce que nous avons une qualification. Comment on va déterminer cette qualification? Le revenu de base laisse la liberté complète, justement. Alors voilà, lui, il tient à ce qui est... C'est là où on a... Alors, est-ce que c'est très différent? Est-ce que c'est suffisamment
fort pour faire une dispute, parce qu'on a déjà déjà des tas de systèmes qui permettent de comptabiliser la qualification, de l'évaluer, de dire lui il vaut plus, lui il vaut moins. Vous trouvez que c'est contestable ça? Oui, quelqu'un qui... parce qu'il y a aussi des activités, ce qu'on appelle actuellement des activités bénévoles, hein, qui sont aussi utiles à la société. Ah mais lui, il les intègre évidemment dans la qualification. Oui, comment on va... un artiste qui va prendre un an à rêver pour faire son tableau, comment on le calcule? C'est vrai que... Oui, il faut évaluer. Mais Ah, Jean-Marie fait partie du groupe de Toulouse. Un des premiers points qu'on met en avant quand on présente le revenu de base ou d'existence, quel que soit son nom, c'est l'inconditionnalité. C'est-à-dire vraiment pas de condition et pas de contrepartie. Donc là, il y a, ne serait-ce que la qualification, pour moi, ça apparaît déjà comme une première condition. C'est pas vraiment une... Enfin, pour mettre une différence, pas pour juger de... C'est pas tout à fait une conditionnalité, c'est-à-dire que le salaire, il est inconditionnel. On aura un salaire au moins de 1 dans l'échelle de 1 à 4, et ce 1 est suffisant pour survivre sans avoir besoin de travailler. Même sans qualification. Donc, non, mais il n'y a pas, personne n'est sans qualification dans l'idée de Friot. Tout le monde, à 18 ans, obtient la première qualification simplement parce qu'on est vivant. Donc ça ressemble au revenu de base. Hein, c'est bienvenue sur Terre. Bienvenue sur Terre, tu as une qualification parce que tu as 18 ans. Et moi, je peux poser une question. Et si on se donne du mal, on peut l'augmenter, comme on fait aujourd'hui, et ça marche, ça, non? Moi, je voudrais savoir, tout ça, ce sont des... je vais de temps en temps à des réunions. Je voudrais qu'on parle un peu plus fort parce que j'ai des problèmes d'audition et je ne vous entends pas. Donc, il faut parler un peu plus fort. Donc, on parle beaucoup de revenus de base, de revenus universels, on fait des hypothèses, on fait des scénarios, on écrit des livres. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que finalement on va s'occuper de ceux qui sont déjà dans les revenus minimum, le RSA, le RMI, les ASS et ainsi de suite, parce qu'avec 400 € par mois, ce n'est pas possible de vivre. Et depuis une dizaine d'années, depuis 18 ans, ces revenus minima existent et ils n'ont pas augmenté, ils ont augmenté de 50 € en 18 ans. Quand est-ce qu'on va s'en occuper ? Quand est-ce qu'on va s'en occuper réellement? Quand est-ce qu'on va effectivement parler des choses concrètes? Vous avez dit quelque chose au début qui m'a beaucoup intéressée. Vous avez dit que nous étions en prison. Effectivement, nous sommes en prison, et des politiques et des financiers. L'autre jour, je suis allée à une réunion qui était organisée par des économistes. C'est pareil, c'est basé sur des fictions, sur des approximations, sur des scénarios, des films, je ne sais pas comment on appelle, des anticipations, des choses comme ça. Et on nous fait croire que ça va être la réalité, alors qu'en fait, ce sont des scénarios pour amuser la population, pour amuser ces gens-là, les chercheurs. Voilà, la question, c'est le pouvoir politique. Comment est-ce qu'on met ça en place? La question, c'est comment fait-on, nous, citoyens, militants, de tout ce que vous voulez, pour essayer de faire changer la donne, pour plier les politiques. Donc là, ça revient à ce que dit Étienne, que tout le monde est divisé, éparpillé dans ses propres combats, alors qu'on n'a qu'un seul combat à mener tous ensemble, c'est instituer notre puissance. Évidemment, je suis rien, moi, donc je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas un acteur politique, je n'ai pas le moyen de répondre à votre question, je suis, comme vous, impuissant politiquement. Je dis simplement que cet aspect, cette injustice sociale que vous décrivez, qui est indéniable et qui est cruelle, cette injustice sociale, ça n'est pas la seule, celle qui conduit cet autre employé de télécom à se suicider, c'est une autre injustice sociale. Elle est gravissime aussi. Cette injustice qui tient à la catastrophe écologique, qui nous empoisonne tous lentement, c'est encore une autre injustice gravissime. Toutes ces injustices ont en commun, je trouve, d'être insolubles du fait de notre impuissance politique. Donc je suggère, du haut de mon impuissance qui est égale à la vôtre, je suggère de commencer par le commencement, c'est-à-dire instituer notre puissance, c'est-à-dire arrêter de laisser instituer notre société, d'écrire le contrat social par des professionnels de la politique qui ont intérêt à instituer leur puissance et notre impuissance. Si on attend que eux écrivent notre puissance, on va attendre longtemps, ça n'arrivera jamais. Et je suggère que nous écrivions la première constitution du monde.
Voilà, donc je suis désolé de devoir avouer que ça ne donnera pas un résultat tout de suite, ni même demain, mais si quand on sort de cette réunion, chacun d'entre vous fait la même chose que moi, c'est-à-dire essaye de parler avec les autres pour que nous devenions de passifs, nous devenions actifs et que nous nous transformions rapidement, c'est-à-dire que si chacun d'entre nous se met à transmettre non pas à 50 ou 60 ou 100 personnes, mais ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes, si chacun d'entre nous arrive à convaincre 2 ou 3 personnes de devenir actives, ça ne viendra pas du premier coup. Hein. Quand vous allez commencer à expliquer aux gens, ils vont vous rembarrer rapidement en disant « tu rêves, c'est une utopie ». Vous allez vous faire rembarrer les premières fois. Donc il va falloir que vous bossiez, que vous travailliez en disant « pourquoi il m'a dit ça ? Ah bah oui, j'aurais dû lui dire ça ». Et le coup suivant, vous revenez, on redîne ensemble. Et il va falloir 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est comme vous semez des graines, après ça, il faut les arroser, il faut gratter un peu la terre autour, arroser encore, s'occuper du soleil. Mais si chacun d'entre nous plantons nos graines de façon à ce que nous arrivions à convaincre 2 ou 3 personnes, non seulement d'avoir compris, mais de devenir eux-mêmes actifs à leur tour pour convaincre à nouveau des actifs, on crée un truc qui est exponentiel. Et donc, il ne faut pas 1 an pour devenir des millions, là. Des millions, des milliards. Parce que c'est difficile d'arriver au million, mais après ça, passer au milliard, c'est très rapide. Si vous êtes déjà arrivé au million, c'est que l'idée est suffisamment puissante et on va arriver au milliard. Ce que je veux dire, c'est que si on est très nombreux à vouloir un truc simple et radical, bien ciblé au bon endroit, il va se passer quelque chose qui ne s'est jamais passé. Mais si on prend le problème par les conséquences en disant « il y en a marre, on ne gagne pas assez », alors là, je pense que 200 ans d'expérience de gesticulation dans une prison, vous êtes dans une prison, vous tapez dans les murs et la porte est ouverte. Voilà, on est là à taper sur les murs ou à prendre les barreaux et à crier aux barreaux et la porte est ouverte. Ou la porte est fermée mais la clé est au milieu. Il faudrait que nous prenions la clé, que nous écrivions notre constitution et qu'on se barre de cette prison. En écrivant une constitution, les choses vont changer. Si on est des millions, oui. Oui. Si on est les financiers qui ont les pouvoirs. Oui, mais ils ont les pouvoirs parce que les lois leur donnent le pouvoir. Les lois sont écrites par des gens qui le font élire. Il faut remonter la chaîne des causalités. Si les banquiers ont réussi à battre monnaie à notre place, à la place du corps social, c'est parce que des lois le leur permettent. Ces lois, elles ont été écrites par des acteurs politiques, des parlementaires ou des gouvernants. Ça, c'est par exemple Bonaparte, Bonaparte qui crée la Banque de France pour le compte de ceux qui ont financé, qui l'ont protégé, qui l'ont mis au pouvoir et qui l'ont poussé. Le retour d'ascenseur, c'est la création de la Banque de France. C'est une catastrophe, mais c'est pas du tout une fatalité. Je veux dire, il y a un processus, il faut remonter à sa cause. Bonaparte était dans un pays qui n'avait pas de constitution. Qui avait une fausse constitution, qui était une prison, et nous n'étions pas assez grands, nous étions comme des enfants, on n'a pas encore, il faut du temps, vous savez, les chenilles, les cellules de la chenille font de la chenille, font de la chenille, font de la chenille, on dirait qu'elles sont bonnes qu'à faire de la chenille, jusqu'au jour où elles se transforment et elles se mettent à fabriquer du papillon. Mais donc si vous regardez le passé, vous dites, on n'a jamais fait que de la chenille, on est bon qu'à faire que de la chenille. On a toujours été dominé, on a toujours été soumis, on a toujours accepté des fausses constitutions, ça va continuer. Non, ce n'est pas une fatalité. Il est possible que, par un effet de conscience et de conscientisation mutuelle, à la base, et en arrêtant d'attendre de nos maîtres, de ceux qui ont de l'argent, de ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont les médias, en arrêtant d'attendre de la solution et en faisant de la formation populaire entre nous, les cellules se transforment et on se met à faire de la cellule de papillon, il est possible que ça se transforme, mais en prenant les problèmes par le bon bout. Si je proteste en disant « je ne peux pas vivre avec 400 €, excusez-moi d'être paraître défaitiste, mais ça ne changera rien. Il n'y a pas jeu, il y a quand même... Oui, mais non, je sais bien. Non, mais comprenez-moi, je comprends... Oui, mais si c'est 4 millions qui protestent chacun dans leur coin sur là où les injustices dont ils sont... Je ne nie pas les injustices, vous comprenez? Je dis, il faut les prendre par le bon bout. Et le bon bout, c'est par la cause. Quand vous êtes malade, ça ne sert à rien d'essayer de soigner le symptôme. Il faut chercher pourquoi vous êtes malade. Et quand vous avez trouvé pourquoi vous êtes malade, vous avez déjà quasiment à moitié réglé le problème. Est-ce qu'on peut prendre... Juste ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qui se passe en Grèce et en Espagne, c'est que quand ça commence à basculer comme ça, si la population n'est pas prête à mettre quelque chose en place, là, ou on peut basculer dans le fascisme, comme avec Obodoré en Grèce. Voilà, donc il faut que la population s'émancipe très vite là maintenant pour qu'on puisse avoir quelque chose à mettre en place directement. Est-ce que tu veux l'attaquer par exemple sur la démocratie liquide ou sur quel genre de choses on peut mettre en place, la création monétaire ou alors peut-être création monétaire si tu veux. Alors du coup le pivot c'est quand même une constitution de création monétaire.
Et on ne peut pas changer la création monétaire à cause de la Constitution, et c'est parce qu'ils ont le pouvoir de la création monétaire qu'on ne peut plus changer la Constitution, parce qu'ils ont le pouvoir de virer les journalistes, ils ont le pouvoir de l'argent avec lequel on paye les journalistes qui autoriseraient les gens d'en discuter, ils ont le pouvoir de virer le policier qui ne réprimerait pas une insurrection ou autre. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le problème à l'envers et dire, pour reprendre le contrôle de la Constitution, reprenons le contrôle de la monnaie, et avec des monnaies locales, etc., et qui ferait qu'ils ne pourraient plus justement, quand on dit payer les militaires et payer les journalistes, c'est presque les corrompre par leur salaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le problème à l'envers et dire, on a nos propres monnaies, et si les gens qui exécutent des tâches qu'ils ne veulent pas faire, et ça revient avec sur ce que dit Friot, c'est que s'il y a des gens qui ne travailleraient pas, il y a plein de gens qui font des métiers qui sont nocifs, tant mieux s'ils ne les font pas. Donc si ces gens qui se trouvent contraints d'empêcher des gens de s'exprimer correctement dans les médias ou de manifester, parce que la monnaie qu'ils recevraient ne serait plus reconnue par personne. Bon, c'est utopiste, mais c'est une façon de renverser le problème. Je veux dire, pour enchaîner sur la création monétaire. Est-ce que ça pourrait pas être une autre approche Alors, on a plein d'exemples j'ai pas pris le bouquin, je suis venu en avion, donc j'ai pas pris beaucoup de bouquins, mais le dernier bouquin de Derrida sur les monnaies locales est passionnant. Hein. C'est un petit bouquin formidable chez Yves Michel. On a plein d'expériences de monnaie locale qui ont la vertu pédagogique de nous montrer à nous autres citoyens que c'est pas compliqué de créer la monnaie et ça change tout. C'est-à-dire que ça nous donne un potentiel d'activité économique et de vie, tout simplement, qui est tout à fait remarquable. Donc c'est pédagogique, ça nous rend sensible l'existence d'un outil que nous ne devrions pas avoir perdu et que nous pourrions reprendre. Mais ces expériences montrent aussi que pratiquement tout le temps, elles échouent parce que la Banque centrale et la gendarmerie viennent y mettre un terme. C'est-à-dire que c'est une idée effectivement de nous réapproprier les signes monétaires pour les créer, mais il faut s'attendre à ce que le système va faire marcher les armes, quoi, hein, les armes, la police. Est-ce que tu as entendu parler de l'article 122.7 ? On a tombé sur ça il y a 2 semaines. Quelqu'un qui est venu nous montrer une... 122.7 de quoi du code de quoi Du code pénal. On a quelqu'un qui est venu faire une intervention qui nous a montré une machine. C'est quoi? C'est le moteur une voiture qui roule à l'huile de friture. Voilà, qui est interdit. On n'a pas le droit de mettre autre chose que de l'huile de friture. Ce n'est pas autorisé. Et il nous a dit qu'il se servait de l'article 122.7, qui est en fait un article de première nécessité. Alors l'article, je voulais, si vous voulez. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour les monnaies locales, par exemple? Je le dis. Alors, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. C'est l'article pour la légitime défense. Oui. C'est l'article de la légitime défense. Oui, c'est plus large que ça, parce que la légitime défense, enfin moi, la façon dont je le connaissais, c'était plutôt pour une agression physique. Mais la façon dont c'est formulé, c'est... Voilà, ça pourrait être une agression financière. Alors, est-ce qu'on peut réagir à une agression monétaire, une agression financière? C'est astucieux, c'est malin, c'est marrant. On s'est posé la question. On se posait la question, en fait. Ouais, c'est marrant. Non, mais c'est marrant. Ça dépend juste. L'application de cette idée dépend juste, et c'est pas une utopie peut-être, de la collaboration des juges. Parce que c'est les juges qui vont qualifier, qui vont interpréter l'article et qui vont dire si oui ou non c'est... Parce que les juges sont champions aussi, de temps en temps, pour déqualifier une grève, par exemple. Vous savez, quand on fait grève, on pourrait... Quand les gens de la SNCF font grève, ils pourraient, au lieu de tout bloquer et nous mettre tous dans le pétrin, ils pourraient très bien faire la grève des guichets où on paye les billets, faire marcher le système et pas faire payer les billets. Ils pourraient faire ça. Ils l'ont fait d'ailleurs, ils ne sont pas privés, ça s'appelait la grève de la pince. La grève de la pince. Hein, et c'est une grève du zèle qui permettait en fait de beaucoup pénaliser l'employeur et de pas du tout pénaliser les usagers. Et ce sont les juges, écoutez bien, hein, ce sont les juges qui ont déqualifié ces faits de grève, qui ont dit ça c'est pas de la grève, c'est des délits et vous êtes plus protégé par la Constitution et le droit de grève et vous allez être punis. Alors là, bon, effectivement, les salariés étant interdits de ce type de grève sont obligés de nous enquiquiner. Donc il faut comprendre le rôle des juges dans la pénibilité des grèves actuellement, des grèves dans les transports. Les juges ont leur rôle. Hein,
ils ont aidé les patrons les patrons, les patrons. Ils ont aidé les patrons en déqualifiant les faits de grève qui ne pénalisaient que les patrons sans pénaliser les usagers, et on l'a oublié ça. Et donc, quel va être le comportement des juges quand nous allons essayer d'utiliser la formulation générale de l'article sur la légitime défense pour dire, en matière de, dans cette situation de terreur monétaire où nous sommes, c'est de la légitime défense d'utiliser des monnaies parallèles. Il faut encore pour que cet article dépend de ce qu'en fera le juge. Hein. Donc il faut que les juges jouent le jeu. Mais les juges sont maltraités, donc peut-être qu'ils joueront le jeu. Encore une fois, juste sur le problème de la monnaie, de l'interprétation des lois, vous en revenez au fait que ça c'est des symptômes. Et on essaye de soigner les symptômes, c'est des problèmes techniques, il y a des solutions techniques, tout le monde est d'accord ici sur les solutions techniques. Mais encore une fois, c'est vraiment la cause des causes. Absolument. Et là-dessus, quand vous dites que tous les problèmes techniques sont résolus, ils sont tous résolus, sauf comment convaincre le plus grand nombre de la cause des causes. Et là-dessus, justement, j'admire votre boulot de synthèse et de conviction, c'est assez impressionnant. Ici, je suis pas sûr qu'on en soit capable tous. C'est là qu'on a du mal à convaincre. Du coup, est-ce que vous avez essayé d'écrire bout à bout, c'est-à-dire telle cause, tel symptôme, voilà le chemin pour arriver à la cause des causes. Et si tout le monde arrivait en disant moi mon combat, parce que je pense qu'on est tous activistes, on a tous un combat à nous, une frustration, une volonté de changer. Si tout le monde pouvait partir de cette frustration, ce combat, et en suivant un chemin écrit par vous, par d'autres, le but c'est que ça soit aussi participatif, que tout le monde puisse aider à construire ça. Si on pouvait arriver tous à la cause des causes et se rendre compte visuellement et par notre réflexion à nous-mêmes chacun, ça serait peut-être un moyen de rassembler, parce que... À condition de garder à l'esprit qu'il faut que ça soit la cause des causes qui soit le but prioritaire, parce que c'est ce qu'on voit souvent dans les mouvements sociaux, on élargit la plateforme de revendication en se disant ça va faire venir des gens. Pas élargir. L'entrée est large. Mon problème c'est ça ou ça ou ça ou ça. Il faut qu'ils se rassemblent tous sur la cause des causes. Et le but c'est de trouver un chemin jusqu'à la cause des causes. Et peut-être qu'il y aura deux causes des causes, une cause commune ou pas, mais il faut réussir à rassembler tout le monde. Parce que, en fait, moi, ça fait presque un an que je suis vos travaux, notamment sur le tirage au sort. Et je vous ai découvert complètement par hasard sur le net. Et depuis un an que je vous suis, en fait, j'ai l'impression qu'on est parti de cette idée qui est très rassembleuse du tirage au sort. Et on est parti dans plein de directions, avec des choses très très intéressantes, avec des travaux sur la monnaie, avec des travaux sur le revenu de base, sur le salaire minimum. Et j'ai l'impression que du coup, on s'écarte de la cause des causes pour le coup. Et je pense qu'indirectement, ça crée un peu l'incident qu'il y a eu avec l'Utopia. Parce qu'en s'écartant de cet item rassembleur qui est le tirage au sort, on arrive sur des points où il va y avoir du clivage. Parce qu'il y a des tas de gens dans cette salle qui sont sûrement d'accord sur le tirage au sort, mais peut-être sur la création monétaire, il va y avoir des divergences, sur d'autres sujets aussi. Et du coup, j'ai peur que, en se détournant de ce point central, on perd de vue l'objectif. C'est sûrement ma faute ça, parce qu'effectivement il y a un aspect encyclopédique. Comme j'essaye de comprendre un truc dans un monde compliqué, j'essaye de chercher une causalité importante, je les examine toutes et ça me conduit à découvrir des sujets absolument passionnants. Parce que quand Friot bosse sur le salaire, la cotisation sociale, non mais c'est remarquable son travail. Moi je peux pas passer à côté de ça sans vous en parler quoi. Hein. Et c'est vrai que et en même temps je suis en contradiction avec ce que je dis. Quand je dis concentrons-nous sur la cause des causes, ça veut dire arrêtons de penser. Mais en même temps ça va nous servir incroyablement ce truc-là. Parce que quand on va reprendre le contrôle de la Constitution, il va falloir qu'on mette quelque chose dans cette Constitution. Et il va falloir qu'on protège la prospérité contre les voleurs de pouvoir qui seront toujours là. On n'est pas... C'est pas du tout utopique cette histoire. Hein. On n'est pas en train d'imaginer un truc qui fait comme si nous étions bons et comme si... Non, c'est très bien qu'il va y avoir des voleurs de pouvoir, il va y avoir des gens qui sont cupides. Il faudrait que nous arrivions à changer le type de monnaie, changer notre type de monnaie. Pour l'instant, nous avons un type de monnaie qui pousse à la cupidité. On a un type de monnaie qui est privé, qui est dette, qui endette les gens, qui est rare, qui est coûteuse, qui coûte un intérêt. Donc c'est une monnaie qui par construction, montre à tout le monde, fait bien sentir à tout le monde qu'on va en manquer. Et donc, elle génère ce type de monnaie, qui n'est pas du tout la seule monnaie possible. On pourrait imaginer des monnaies beaucoup plus abondantes, en tout cas suffisantes. Et ce type de monnaie rare, par la peur de manquer qu'elle crée mécaniquement, elle crée la cupidité, donc la peur de manquer, donc la cupidité pour se mettre à l'abri du manque, et la cruauté éventuellement pour ceux qui sont les moins
les moins empathiques, et elle crée toutes sortes de troubles, le type de monnaie. Donc, si nous nous réapproprions le processus constituant, c'est quand même pas absurde de préparer, mais tout en gardant la cause des causes comme noyau dur quand même à mettre dans toutes les conversations. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de foot, de recettes, de je ne sais quoi de bêtises, il y a un sujet de conversation, il ne faut plus qu'il y ait de professionnels de la politique dans la prochaine assemblée constituante. Les Tunisiens n'y ont pas réfléchi, résultat, ils ont élu leur assemblée constituante, et ils sont en train de se faire enfumer comme tout le monde. Mais donc, à condition de ne pas perdre le noyau dur de la réflexion, il y a quand même une série de sujets sur lesquels on peut... Enfin, moi j'arrive pas à ne pas y réfléchir, c'est-à-dire que la réflexion sur la monnaie, la réflexion sur la cotisation comme moyen de financement de toutes nos activités, financement des salaires, financement financement donc de la protection sociale, donc de la sécurité sociale, on connaît déjà. Les financements complets par les cotisations, financement des retraites, on connaît déjà. Et extension au salaire, on pourrait socialiser. La moitié des salaires sont déjà socialisés, donc financés par cotisation. Les entreprises ne payent déjà plus, la moitié des salaires ne sont plus versés directement aux salariés, mais sont versés via les caisses. C'est déjà fait à moitié. Friot nous dit, étendons-le à tout le salaire, et puis finançons l'investissement. Finançons l'investissement par cotisation sociale. Le fait d'avoir ça dans notre boîte à outils pour le jour où nous écrirons enfin notre constitution, ce ne sont pas les plus riches qui vont l'écrire. Donc pour l'instant, les plus riches ont intérêt, les riches ont besoin des pauvres. Les riches ont besoin, pour rester riches, qu'il y ait des pauvres. Tant que c'est eux qui écriront la Constitution, c'est mort. Mais le jour où nous allons écrire la Constitution, il va falloir qu'on pense en même temps notre monnaie, notre système de financement, notre système de distribution d'un revenu de base, etc. Donc il faut quand même qu'on y réfléchisse, tout en gardant ce qui va rendre tout ça possible, sans se disperser. Enfin, à mon avis, moi j'essaye de mener les deux de front parce que la curiosité lui-même. Les retours que j'en ai, parce que j'essaie de convaincre plein de gens, j'en parle partout autour de moi, je suis en train de ruiner ma vie sociale comme ça. Plus personne ne veut me parler. Non, tu vas pas encore me parler d'Étienne Chouard. Et donc, du coup, j'ai l'impression que l'idée de transformer les institutions, de les rendre, on va dire, meilleures pour qu'elles nous donnent un vrai pouvoir politique, j'ai l'impression que ça rassemble bien au-delà des clivages politiques traditionnels. Dans mes contacts, j'ai des amis qui sont des libéraux incurables, voire ultra-libéraux. Eh ben, les idées de référendum d'initiative populaire, eh ben, ça les intéresse. Donc je pense qu'il faudrait vraiment garder ce central. Alors là, je vais être obligé de parler de la polémique, parce qu'il faut qu'on y soit prêt. À mon avis, ce qui est arrivé à Utopia va nous arriver à nouveau. Je vous explique en 2 mots comment j'analyse le truc. Je conteste, en analysant la Constitution européenne, puis ma Constitution française, puis finalement toutes les constitutions du monde, que j'analyse comme des prisons, je me dis, mais attends, tous ces régimes n'ont jamais été des démocraties, ce sont des plutocraties qui donnent le pouvoir aux plus riches, et depuis le début, depuis 1789, enfin même depuis la Révolution anglaise, puis américaine, puis française, les riches ont décidé, les nouveaux riches, hein, les banquiers et les commerçants, en chassant les anciens riches, ont décidé de mettre en place un régime des riches pour les riches. En observant ça, je conteste radicalement, à la racine, le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres au lieu de voter nous-mêmes les lois. Donc qui nous ravale au rang dégradant d'électeurs au lieu de faire de nous des citoyens. Donc je conteste le suffrage universel, je conteste l'institution parlementaire en tant que maître. Je n'accepterai des représentants que s'ils étaient des serviteurs. Ce faisant, je fais cause commune. Je suis démocrate, donc anarchiste, et je fais cause commune avec les fachos. C'est-à-dire que des gens qui ont un autre projet de société, qui, eux, ne se méfient pas des pouvoirs. Eux, ils veulent un pouvoir fort. Ils veulent un Führer, un Duce, un Caudillo, un roi, un dieu. Et je suis conduit par les controverses à en rencontrer des gens comme ça. Et excusez-moi, mais c'est pas des diables, c'est des gens qui croient vraiment que c'est mieux que la corruption politique, la corruption des banques. Ils pensent vraiment que, ok, il va y avoir des abus de pouvoir s'il y a un roi, mais un roi, ce sera quand même moins pourri que le gouvernement des banques. Et si vous voulez, je pense qu'ils se trompent et qu'il va y avoir des abus de pouvoir dramatiques avec un roi, mais on peut leur parler. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle couramment les fachos, c'est-à-dire des gens qui pensent que les sociétés ont besoin d'un pouvoir fort, central, un peu tyrannique, parce qu'ils pensent que les humains sont mauvais, ils ne sont pas capables. Ces gens-là contestent aussi l'escroquerie parlementaire.
ce qu'il faut comprendre, c'est que les parlementaires ont contre eux, donc ce que j'appelle, moi, des voleurs de pouvoir. Je sais qu'il y a des gens bons là-dedans, hein. Je sais qu'il y a des gens gentils, des gens qui se dévouent au bien commun. Je sais qu'il y a des tas d'élus, enfin des tas, il y a des élus qui sont... Non, mais il y en a, surtout au niveau local, non, mais il y a des tas d'élus, évidemment, qui se dévouent au bien commun et qui ne méritent pas d'être mis dans cette généralité. Mais enfin, bon, quand même, les élus ont en commun ont des ennemis des deux côtés. Ils ont les anards qui sont aussi les démocrates. Je découvre à 55 ans, je découvre que anarchie et démocratie, c'est des gens qui se méfient des pouvoirs et qui se débrouillent pour affaiblir les pouvoirs de façon à conserver une espèce de souveraineté populaire. Et il y a quelque chose de très, très commun entre les anards et les démocrates. Et ces gens-là contestent l'institution parlementaire parce que c'est une escroquerie. Et de l'autre côté, ceux qui veulent un pouvoir fort, un roi, un père, quoi, un dieu, ces gens-là contestent aussi l'institution parlementaire. Donc les parlementaires ont intérêt, donc les pouvoirs en place, ont intérêt à mélanger ces deux ennemis, parce qu'il y en a... C'est difficile de diaboliser les démocrates. Par contre, si vous arrivez à les mélanger aux fachos, les fachos, c'est le mot facho, le mot fasciste, ça c'est facile, c'est diabolique. Et donc en les mélangeant, en disant ils sont tous contre l'institution parlementaire, tous ceux qui sont contre l'institution parlementaire sont des ennemis de l'humanité, des ennemis de l'humanisme. Bah, bullshit, c'est bêtise, c'est pas vrai. Tous ceux qui sont contre l'institution parlementaire ne sont pas des ennemis de l'humanisme. Quand je dis... Comment ? Comment ? C'est presque ce qu'on apprend à l'école. C'est presque ce qu'on apprend à l'école, oui, voilà, tout à fait. L'école républicaine nous apprend que tous ceux qui contestent l'institution parlementaire sont des ennemis des Lumières, donc des ennemis de l'humanité. Quand on devient grand, on s'aperçoit que, même si c'est tard, parce qu'on est en retard, on s'aperçoit que l'institution parlementaire, elle est trompeuse, quoi. Nous appelons démocratie un régime dans lequel nous désignons des maîtres. Je suis en train de devenir une grande personne. C'est-à-dire que j'étais un enfant jusqu'à 50 ans et maintenant je deviens grand, comme un ado. Je ne veux plus de maître. Voilà, je veux plus. Tu es mon père, mais c'est plus toi qui vas décider. Maintenant, je vais devenir autonome. Et les élus vont avoir intérêt. Et je pense que le début, vous voyez, c'est ce mélange où on nous traite de fascistes parce que nous critiquons radicalement l'institution parlementaire. Ça va se durcir, je pense. Et presque, je ne leur en veux pas. Je veux dire, c'est de bonne guerre, mettez-vous à leur place, quoi. Le tirage au sort et la démocratie, ça va foutre les élus au chômage. C'est-à-dire que si nous nous mettons à écrire nous-mêmes nos lois, ou si nous nous mettons à tellement contrôler nos élus par des mandats courts, non renouvelables, reddition des comptes et référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire que quand on n'est pas content, on peut reprendre à tout moment la main sur nos représentants. Il faut comprendre tout ce que perdent nos représentants, quoi. Nos représentants qui ont réussi depuis 200 ans à se mettre en situation de tout décider à notre place et ils vivent dans un confort dont on n'a pas idée, parce qu'il faut voir la cafette du Sénat, c'est quelque chose. Hein. Ces gens-là ont tellement à perdre qu'ils vont être méchants. Enfin, ils vont. Mais est-ce qu'on est assez fort? Voilà. Alors, ce qui me désole, c'est que les gens d'Utopia, qui j'ai parlé, moi, Rodolphe, je pense que c'est quelqu'un qui partage le projet de société qui est le mien. C'est-à-dire que moins d'injustice sociale, plus de démocratie, je pense qu'on a le même projet. Et il se laisse intimider par « Attention, ce gars-là, c'est un fasciste. » Attends, vérifie, alors, écoute ce qu'il dit, tu verras que c'est pas un fasciste, quoi. Tu vois. Il conteste le régime parlementaire, il conteste l'escroquerie parlementaire, mais c'est pour un projet de société dans lequel il n'y a pas de pouvoir, où il y a que des pouvoirs faibles pour que les gens soient maîtres de leur destin. Alors que le fascisme, c'est autre chose, c'est des pouvoirs ultra forts, c'est exactement le contraire. Donc, est-ce qu'on va être assez fort pour ne pas laisser mélanger les deux projets de société à cause de leur... Alors bon, fin de la polémique, mais c'est une polémique à laquelle on va... À mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on en entend parler. Hein. On a envie, effectivement, de parler de monnaie, de revenus de base, d'écologie, et puis de constitution, mais on a intérêt à se préparer à la diabolisation par ceux qui ont tout à perdre d'une vraie démocratie. Eux, ils vont diaboliser le truc en parlant de rouge-brun ou autre mélange. Ils ont intérêt à tout mélanger. Hein. Il y a une tentation aussi avec les partis pirates, où personne ne comprend ce que c'est que ce parti. On essaie de nous caser et on a un peu le même genre. On peut avoir le même genre de... Présentez-nous le parti pirate alors. Ça m'intéresse, hein, ce que vous allez dire sur le parti pirate, ça m'intéresse. Bon, le parti pirate, je vous parle ça rapidement. Hein,
Bon, on s'est fait connaître à la législative en France, mais c'est né en 2006 en Suède, c'est donc 70 pays maintenant, c'est un mouvement international. Il y a des élus en Allemagne, un sénateur en République tchèque et un maire élu en Suisse aussi. En France, on démarre là, et on a une assemblée générale en octobre, où on a tout chamboulé avec ce fameux amendement 13, c'est-à-dire qu'on est le premier parti politique sans président. Et donc ceux qui font le national, c'est-à-dire que tout est décentralisé maintenant, sont les coordinateurs des sections locales et des sections thématiques, parce qu'il y a aussi des sections de gens qui travaillent sur une même thématique, qui font le national. Même si après il y a un bureau qui est élu aussi, bon, pour... on va essayer de marcher complètement décentralisé, et justement on essaie, parce qu'on a compris que le pouvoir corrompt, de limiter les mandats, 1 an, pas plus, que ça tourne, etc. Voilà. Et la démocratie liquide. Voilà. Alors, la démocratie liquide, c'est une chaîne, voilà, c'est un système pour prendre des décisions, parce qu'il faut bien prendre des décisions à un moment donné, c'est un vote de confiance. C'est une chaîne de vote de confiance, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur une thématique dans laquelle on n'est pas expert, mettons le nucléaire, on est peut-être plutôt pour la sortie du nucléaire, ou pourquoi pas contre, on ne sait pas, mais on n'est pas expert là-dedans, on ne connaît pas. Et bien on va donner son vote à la personne à qui on a confiance, on pense qu'elle est experte, ou une personne à qui on a confiance, et on sait qu'elle redonnera son vote à un expert. Donc ça, et on peut retirer son vote aussi, ça peut être jusqu'à la date fixe de la fin du vote où la décision sera prise, on peut aussi retirer encore, on a le temps de retirer son vote et de le redonner à quelqu'un. Et ça s'utilise en interne dans le parti? Oui, alors en France on est en période de test, hein, le logiciel s'appelle Liquid Feedback. Vous pouvez le télécharger, le tester dans les collectifs. Hein. Matériellement, c'est un logiciel, c'est géré par un... Voilà, bah oui, voilà, mais c'est qu'un outil. Hein, mais en Allemagne, ils sont dans les 23 000 membres au Parti Pirate, ils l'utilisent maintenant couramment dans leurs décisions internes. Voilà. Et on peut l'augmenter, ça peut... voilà, on peut être... c'est un logiciel, donc après... Je finis juste ce qui est plus compliqué à mettre en route, c'est les débats en amont. Parce que là, c'est juste le vote. Mais après, c'est tous les débats. Donc, voilà, comment on participe arriver à faire des débats participatifs, collaboratifs. Voilà, là, c'est plus compliqué à mettre en place. Voilà. Oui. On pourrait parler fort parce qu'il y a qu'un petit micro là, et t'es pas en face. Oui, non, je voulais juste intervenir par rapport à ce qu'a dit Étienne Chouard, là, qui m'a rappelé, et le débat qu'il y avait avant, qui m'a rappelé ce qui s'est passé lors d'un premier moment démocratique assez fort grâce à l'émergence d'Internet, parce que je pense que là, il y a quelque chose qui change fondamentalement la donne. C'est le fameux référendum sur le traité constitutionnel de 2005. Anticonstitutionnel qu'Étienne Chouard connaît bien, c'est ce qui lui a fait avaler la pilule bleue. Ce que je veux dire par là, c'est que lors de ce débat, et de tous les débats qui ont eu lieu après, il y a eu exactement cette opposition qu'Étienne notait, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient contre étaient fascistes, d'une manière... quelles que soient les raisons pour lesquelles ils étaient contre, et on a bien vu l'appareil médiatique qui s'est mis en place, et je crois que c'est un bon cas d'école pour effectivement anticiper ce qui pourrait nous arriver quand on va effectivement, et quand on porte ce genre de propositions révolutionnaires. Mon deuxième point, c'est justement sur cette question de propositions révolutionnaires. Comme le dit très bien Étienne, on est face à un système. Et je pense qu'on ne peut pas changer le système de but en blanc. Parce que ce système est tellement complexe aujourd'hui, avec des interactions tellement puissantes, que toute volonté de changer de système dans son intégralité va échouer. C'est ma conviction. Donc je pense que les changements ne peuvent se faire dans un premier temps qu'au niveau local. Et ce que décrit Carole est intéressant parce que au Parti Pirate, ils essayent de faire localement, pour ce qui les concerne, des changements
qui potentiellement pourraient être ceux de la société. Et je crois qu'un des premiers pas qu'on peut faire, parce qu'on se demande tous, c'est tous notre problème aujourd'hui, c'est comment on fait. Comment on fait Et le problème, je pense, de toutes les mobilisations depuis de nombreuses années, c'est qu'on est toujours sur des visions qui sont véhiculées par la peur. Écoutez tout le discours de peur qu'il y a partout. C'est la peur pour l'écologie, c'est la peur de la crise, c'est la peur. On est tous sur des logiques de peur. On n'y arrivera pas sur des logiques de peur. On ne peut pas mobiliser des gens sur de la peur. On ne fait rien faire aux gens par la peur. La peur, elle paralyse. Il faut qu'on trouve des mobilisations positives, de progrès. Il faut qu'on réinvente des nouveaux progrès. Et il faut qu'on les réinvente à notre échelle. Je pense qu'on n'arrivera pas justement à réinventer un progrès pour la société dans son ensemble, dans un premier temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait individuellement dans toutes les structures dans lesquelles on milite? Parce qu'on est tous des militants, enfin, je pense pratiquement. Est-ce qu'on est prêt, dans toutes les structures dans lesquelles on milite, à mettre en place ces principes qu'on voudrait pour la société? Et je pense que ça va commencer par là. Si on commence par là, on va s'habituer petit à petit à fonctionner comme ça. Et ensuite, par effet effectivement de contagion ou d'habituation à ces pratiques, eh bien, on va être en mesure de les porter à l'extérieur. Et le troisième point, c'est là aussi, Carole en a parlé, elle a fini sur ces histoires d'outils. Je pense que ce qui change fondamentalement la chose aujourd'hui, c'est la société du numérique. Et sa face visible qui est Internet. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'arguments contre, par exemple, de la démocratie directe, participative, etc., ou même pour défendre la représentation parlementaire, qui était, mais attendez, à 60 millions de personnes dans une société, et demain à 350 millions en Europe, on ne peut pas fonctionner en démocratie directe, c'est pas possible. Comment vous voulez que tout le monde vote à tout instant, sur tous les sujets, tout est tellement complexe, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. C'est possible parce qu'aujourd'hui, on a les outils, justement. Internet nous permet de mobiliser en permanence, pas tout le monde évidemment, c'est ce que dit Carole, c'est-à-dire qu'on peut se mobiliser sur certains sujets, voter en permanence sur certains sujets, à notre échelle, localement, et puis demain, effectivement, tout cela changera progressivement sur plus grande échelle. Mais voilà, je crois qu'on peut lier ces trois points-là, et aujourd'hui, ce qui rend possible tout ça et ce qui permet à un projet positif d'émerger, c'est entre autres la société numérique.